Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre en ce début de semaine de travail. Nous ouvrons un paquet de 5 grands rendez-vous pour le compte de cette semaine-ci et le tout premier numéro est décliné en 3 plateaux suivis bien évidemment du journal, le journal qui viendra à 19h45 minutes exactement. On donne le top comme d'habitude par la météo. Ah oui, la météo, vous l'avez vu, et quand on voit la météo, juste après 19h sur BB24, ça veut dire tout simplement que le grand rendez-vous a commencé. Profitez tout de suite pour informer le voisin que les bonnes choses ont commencé sur BB24. Alors ce soir, le grand rendez-vous attire l'attention sur l'une des plus grands mammifères aquatiques au monde. Il s'agit bien sûr de la baleine à l'honneur tous les 19 février de chaque année. Donc demain, ce sera la journée internationale des baleines. On anticipe en même temps pour parler des attentes pour 2019. Rappelons que ce sont des espèces qui visitent à chaque été les côtes béninoises. Les baleines donc. Des eaux maritimes, nous allons nous retrouver sur celle continentale pour parler des normes et de la sécurité du transport fluvial. Nous serons à l'embarcadère de Calavi sur Autant Savoir, oui, pour vous présenter comment ça se passe en tout cas sur nos eaux. Vous l'avez déjà remarqué à travers les offres. Alors donc les entreprises agricoles exonérées de tout impôt, c'est une disposition de la loi de finances 2017 sur laquelle est revenu le directeur général des impôts pour éclairer bien sûr le public cette année. Alors question, quel sera l'impact d'une telle disposition sur le secteur agricole au Bénin? On va y répondre avec l'aide de l'expert de ce grand rendez-vous. Le grand rendez-vous va vous offrir le journal à 19h45 minutes comme d'habitude avec à la présentation ce soir Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Siongaba. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 avec quel menu proposé par la rédaction de BB24? Merci Asiom. Dans le 19h45 de ce lundi, on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Quelles doivent être les qualités d'un bon entrepreneur? On le découvre à 19h45. On parlera aussi de la campagne de sensibilisation des femmes de plusieurs marchés secondaires de Cotonou. C'est une initiative de l'association Vilanvo Environnement. Une autre sensibilisation, celle du respect des couloirs de circulation. Elle a été lancée sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal l'invite du chef division contrôle routier et éducation du CNSR aux usagers de la route.
Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour toutes ces explications. Je vais dire l'annonce de ces titres qui seront donc développés à 19h45 minutes exactement. Merci, je profite en même temps pour livrer à nos téléspectateurs la question de la semaine. Elle est liée bien sûr à la sécurité des temples sacrés du Bénin. Vous savez déjà que hier, Tolegba de Godomé a pris feu. Alors, on vous pose la question tout simplement de savoir ce que vous proposez pour la sécurité des temples sacrés au Bénin. Tolegba de Godomé en feu, que proposez-vous, chers téléspectateurs, pour la sécurité des temples sacrés? Et vous répondez sur la page Facebook de Bénin Business 24 en commentaire. La question y est déjà posté donc. Alors, on revient tout de suite à nos rubriques, sinon à nos sujets annoncés déjà. Et on commence par Nature et Bien-être. Nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons des baleines et particulièrement de la journée internationale des baleines qui a lieu tous les 19 février. Et donc, demain, le monde entier va être beaucoup plus concentré sur ces mammifères. Alors, quelles sont les attentes pour cette célébration 2019? On va en parler tout à l'heure avec une spécialiste des zones humides. Mais avant cela, on suit d'abord le reportage. Très tôt ce matin, à la base navale de Cotonou, une visite écotouristique se prépare. C'est la sortie en mer pour observer les baleines proches de la côte atlantique du Bénin, une activité développée par l'ONG Nature Tropicale depuis près d'une vingtaine d'années. Ça fait bientôt 18 ans qu'il a été découvert au Bénin la présence des baleines. C'est ce genre de baleines que nous allons observer en mer. C'est son image là et vous l'avez là en maquette. Cette espèce, on l'appelle la baleine à bosse ou baleine jubarte. C'est des espèces qui viennent tous les ans à partir du mois d'août, de mi-août jusqu'au mi-novembre. Vous avez la forte chance de retrouver ces espèces-là en mer. C'est une baleine qui peut peser de 30 tonnes à 40 tonnes. Et pourquoi ces baleines viennent sur notre côte chaque année? Pour mettre bas et apprendre en même temps à leur bébé comment nager. Nous voici embarqués pour le voyage sur l'océan Atlantique, dans les eaux béninoises qui accueillent les baleines. Après quelques kilomètres parcourus, le spectacle peut enfin commencer. Et comme pour saluer la présence humaine dans leur milieu naturel, les mammifères géants, longs pouvant atteindre 15 à 30 tonnes, voire 40 tonnes, n'hésitent pas à se faire des sauts spectaculaires, de quoi combler les attentes des participants. Effectivement, on a vu les baleines ce matin. C'était un peu loin, mais c'est chouette. Les baleines sont vraiment présentes, proches de la côte béninoise. Je crois que tout le monde a été agréablement surpris de voir que les baleines peuvent danser pour tous les visiteurs. On a vu la baleine avec son baleineau en apprentissage de la nage, du saut et autres. Et là, elles nous ont offert de très grands spectacles. Et je crois que tout le monde est satisfait. Et le message aujourd'hui, c'est d'abord interpeller les autorités. La ressource est là pour que les autorités accompagnent. Accompagne veut dire c'est que les autorités constatent et commencent par élaborer de grands programmes pour, la conservation de ces espèces, mais deux, c'est pour la valorisation. Et la valorisation se fait partout par l'écotourisme. Après environ 2 heures passées en mer ce dimanche, en compagnie des baleines, nous voici de retour à la base navale, visage souriant, sentiment de satisfaction, car la sortie a été une réussite. Oui, nous disons merci à Nature Tropicale qui nous a donc offert ces images. On a dû faire, je vais dire, une visite touristique, je dirais écotourisme baleinier, de façon imprévue sur ce numéro de Nature et Bien-être. On reçoit, bien évidemment, Madame Marie Djengue,
qui est spécialiste des zones humides. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu tout à l'heure dans le reportage vous expliquer en fait ce que c'est que la baleine, pourquoi elle se retrouve sur nos côtes, aux visiteurs. Oui. Mais c'était une très belle chose et je pense que l'équipe de BB24 ira très prochainement. Mais avant cela, dites à nos téléspectateurs, quand on parle de baleines, bon, beaucoup se disent que ce sont des poissons et d'autres, bon, ça dépasse les poissons. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si on parle des baleines, les baleines, c'est des mammifères. Oui. C'est des mammifères qui peuvent peser jusqu'à 150 tonnes. C'est un mammifère le plus géant au monde. Et c'est le plus géant. C'est le plus géant. Moi, je disais l'un des plus grands mammifères. Oui, l'un des plus grands mammifères le plus géant au monde. Si on parle, par exemple, si je prends le cas du Papandjari, on parle des éléphants. Des éléphants. En mer, on parle des baleines. C'est le plus grand mammifère au monde qui peut peser jusqu'à 150 tonnes. 150 tonnes. Ce qu'on voit sur nos côtes, ça peut aller jusqu'à 150 tonnes? Non, non, ce que nous voyons sur notre côte, c'est la baleine chubate. Et c'est des espèces migratrices, elles migrent d'un pays à un autre. C'est des baleines qui quittent l'Antarctique au moment où il y a froid pour venir là où il y a un peu chaud pour mettre bas et profiter en même temps pour apprendre à leur bébé comment nager. C'est en ce moment que c'est spectaculaire, on peut les observer. Donc la baleine qui vient sur la côte béninoise, c'est la baleine chubate ou baleine à bosse. C'est une baleine qui peut peser 30 à 40 tonnes. 30 à 40 tonnes. Oui. Ah oui, mais celle qui pèse 150 tonnes, c'est dans les... Oui, on appelle ça, là, ça ne vient pas au Bénin. On appelle ça la baleine bleue. Elle ne vient pas au Bénin. Au Bénin. C'est la journée, demain, ce sera la journée internationale des baleines. Oui. Raison pour laquelle on aborde en fait le sujet ici, sur ce plateau. Donc, on comprend tout simplement que ces espèces ne sont pas présentes sur nos côtes à plein temps. Non, non, c'est des espèces qui viennent sur la côte à partir du mois d'août. De mi-août à mi-novembre, vous avez la forte chance de retrouver ces espèces proches de la côte béninoise. Ces espèces, pourquoi elles viennent sur la côte béninoise? C'est juste pour mettre bas et profiter en même temps pour apprendre à leur bébé les premiers sauts. Si on dit un enfant est né à l'âge de 1 an, 1 an et demi, il faut apprendre à votre bébé comment... et se lever, faire les premiers pas. C'est comme ça que les baleines... C'est ça en fait, le spectacle. Mais c'est le spectacle. C'est ça, oui, c'est le spectacle qui permet à toute la population béninoise d'aller voir ces espèces-là qui sont venues proches de notre côte. De notre côte. Alors j'ai suivi tout à l'heure M. José Adossou Bodrenou définir les baleines comme une ressource. Quelle est leur importance? On voit déjà de l'écotourisme organisé autour de ces espèces, de leur présence ici au Bénin. Et les baleines viennent au Bénin pour mettre bas et c'est l'occasion pour profiter de faire du tourisme. Ça permet de valoriser en fait ces espèces. Parce que ces espèces, si elles se trouvent dans un pays, ça attire du monde. Les touristes viennent pour voir est-ce que réellement vous avez de ces espèces. Et c'est ça que nous faisons chaque année à partir du mois d'août. De mi-août à mi-novembre, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent juste pour voir ces baleines et repartir. Voilà. Et ça, là, ça permet c'est une richesse pour le pays. Si nous essayons bien de les entretenir, c'est une richesse pour le pays. Vous parlez de les entretenir. Ça veut dire organiser la sécurité autour de ces espèces-là. Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que ces espèces sont sécurisées ici quand elles viennent dans nos eaux? Et ces espèces, je vais dire que c'est un peu sécurisé dans notre pays parce que nous, on n'a pas les matériels nécessaires pour les tuer. Si ces espèces sont massacrées de l'autre côté, ça veut dire nous, à notre niveau, nous n'aurons pas du tout la chance de retrouver ces espèces proches de notre côte. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser les gens jusqu'à ce qu'on ne tue plus ces espèces. Par exemple, le thème retenu cette année, c'est l'interdiction de la chasse commerciale. Par exemple, au Japon, les gens consomment la viande de baleine. À l'Irlande, les gens consomment. Maintenant, dans notre pays, ces espèces restent dans ces pays. Et c'est au mois d'août jusqu'au mois de novembre, nous, on a la chance de les retrouver proches de notre...
Alors que si ces espèces sont massacrées dans ces pays, ça veut dire nous, on n'aura pas la chance de les voir et ça profiter vraiment. C'est ça. Oui. Donc ça veut dire aujourd'hui, il faut sensibiliser le monde, ce n'est pas le Bénin seul, il faut sensibiliser tout le monde pour que la protection de ces espèces soit vraiment effective. Donc il n'y a pas de menace qui existe sur nos côtes? Et sur nos côtes actuelles, j'ai dit, nous, on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir tuer ces espèces. Elles viennent, peut-être qu'elles peuvent être confrontées par les bateaux des chalutiers et autres là, mais on n'a pas les outils pour les tuer. On a la chance de les retrouver si elles sont là. C'est de l'autre côté, elles seront massacrées et elles ne seront plus proches de. Donc, si on doit faire des sensibilisations, ce sera à l'endroit surtout de ceux-là qui sont de l'autre côté de la mer. De l'autre côté de la mer et aussi de l'autre côté du Bénin. Parce que nous avons l'habitude de jeter aussi nos ordures proches de nos côtes. Et ces ordures-là, on les voit directement en haute mer. Par exemple, vous allez constater en haute mer, il y a des bidons qui flottent sur l'eau. Ça n'attire pas du tout les touristes. Les touristes posent des questions. Pourquoi on a ces genres de choses chez vous? Alors que dans d'autres endroits, les places sont propres. Ça veut dire on peut sensibiliser la population du Bénin, surtout par rapport à l'utilisation de nos déchets. Donc, parce que c'est les déchets qui quittent directement le marché d'Antokpa, c'est ces déchets qui vont directement en mer et c'est vraiment ce qu'on jette à Tokpa, ça passe par le chenal. Ça passe par le chenal et ça va directement et ça n'attire pas du tout le tourisme. Et comme quoi, les baleines peuvent aussi avaler les baleines peuvent avaler, surtout les tortues. Les tortues marines avalent beaucoup parce que les tortues consomment les méduses et souvent elles confondent les méduses par les sachets plastiques. Okay. Oui, et c'est vraiment déplorable. Alors, est-ce que le Bénin dispose de tout au moins des stratégies de protection aujourd'hui? Et oui, le Bénin dispose, parce que c'est des espèces migratoires où le Bénin a déjà signé la convention, donc on dispose vraiment les stratégies de protection. Donc ces espèces, normalement, si elles viennent sur notre côte, elles doivent être protégées. Oui. Donc il n'y a pas que le Bénin, c'est vrai que oui, c'est au niveau de la côte atlantique, il n'y a pas du tout, il n'y a pas que le Bénin, parce que si les espèces migratrices, elles migrent un peu partout, donc ce n'est pas le Bénin seul, dans le monde entier, il y a beaucoup de pays qui ont déjà signé la convention, même ratifiée par rapport à la protection de ces espèces. Alors parlant bien sûr de la valorisation de ces espèces ici dans nos eaux, je suivais tout à l'heure M. Joseph de Souboudrenou qui expliquait l'importance aux autorités béninoises. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont déjà mises en œuvre pour permettre au Bénin de pouvoir mieux valoriser ces espèces-là, histoire de mieux organiser l'écotourisme baleinier? Et par rapport à la stratégie, je dirais qu'on est en partenariat avec la base navale et c'est les grands bateaux que nous utilisons pour amener les touristes en mer. Donc, il y a de cela 2 ans, même l'année dernière, en 2018, nous avons la forte chance d'accompagner 2 membres du gouvernement en mer pour vérifier vraiment la présence de ces espèces. L'année dernière, le ministre en charge de l'environnement, même du cadre de vie et du développement durable, nous avait accompagné, vous-même vous avez vu les images. Ça veut dire ceux qui devraient développer le tourisme vraiment dans ces lieux sont en train de prendre conscience et de nous accompagner. Nous voulons vraiment la valorisation de ces espèces dans notre pays. Et en plus, on dira que le Bénin est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où se pratique le tourisme baleinier. Ah, d'accord. Oui. Et comme quoi, on est pionnier, il faut garder... Il faut maintenir. Vraiment, on est pionnier, c'est une ressource pour nous, il faut vraiment valoriser. Valoriser cela. Oui. Merci beaucoup à vous, Madame Marie Djengue. Bien des choses à Joseph de Souboudrenou, le directeur de Nature Tropicale, qui s'occupe vraiment des espèces migratrices, en parlant des tortues, des baleines et tout, qui organise d'ailleurs même cet écotourisme baleinier chaque année en faveur, bien sûr, des Béninois et des étrangers également qui viennent ici au Bénin. Et merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. J'espère que vendredi, on aura le temps d'en parler. On va parler beaucoup plus de l'écotourisme baleinier. Et pourquoi pas continuer toujours à voir s'il y a d'autres stratégies. Et aussi la saison prochaine. La saison prochaine. On va parler ce qui va se passer. Merci à vous et à très bientôt. Merci.
bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Allez, la suite du grand rendez-vous, nous allons quitter les eaux maritimes, on va se retrouver sur celle continentale tout simplement pour parler du transport fluvial. Quelles sont les normes de sécurité surtout liées bien sûr à ce type de transport? Parce qu'il y en a beaucoup qui voyagent, qui vont à Gambier souvent. Et donc, on va vous rassurer davantage sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, il est question de vous parler du transport fluvial. Il y en a qui ont peur, mais vous n'aurez plus raison d'avoir peur après avoir suivi Agnat Bello et son invité tout à l'heure, puisqu'il y a des normes de sécurité et également toute une batterie de mesures mises en place pour pouvoir les faire respecter. On vous les expose juste derrière ce reportage signé Marcel Betoro. Il y a 3 types de transports fluviaux. Nous avons le transport des autochtones. Il y a le transport des touristes. Et puis, il y a le transport des touristes avec la pirogue à rame, à pagaie, la pirogue sans moteur. En ce qui concerne le transport des locaux, le nombre de passagers n'est pas limité. Ils font le surcharge. Mais dans la barque motorisée pour les touristes, là, le nombre est limité. Pour être un conducteur de la barque motorisée, il faut avoir ton permis de conduire hors bord. Et ça se donne au ministère de la Pêche. Ils n'ont pas un responsable en tant que tel. Si tu vas au Nigeria, tu as ton argent, tu achètes ton moteur, tu fais ta barque là. Tu viens, tu dis que tu veux conduire. Avant, il y avait la police fluviale qui venait faire le contrôle de ces choses-là. Mais actuellement, je crois que c'est compte tenu des moyens, il n'y a plus ce contrôle-là. Quand la police fluviale arrive, ils essaient de limiter le nombre. Mais quand ils ne trouvent pas la police là, ils font le chargement comme ils veulent. Parfois, quand il y a le grand vent, la tornade, parfois les bacs se renversent. En ce qui concerne le transport local, là, il n'y a pas une réglementation pour ça. En ce qui concerne les touristes, nous avons notre bac qui est couvert, même s'il pleut, même s'il y a soleil, les touristes sont protégés. Ils ont aussi leur gilet de sauvetage. C'est de 1 personne à 15 personnes. Si tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas assez à conduire les touristes. Et sur chaque touriste, il y a le ministère du Tourisme qui perçoit 650 francs par touriste. Par jour? Oui, par jour. C'est des tasses. Ces tasses-là sont réparties en plusieurs tranches. Il y a la mairie de Soava, sur les 650, la mairie de Soava prend 250 francs. L'association du développement de Gambier même prend 250. Les 150 restants là, c'est pour le ministère du Tourisme. Nous
Ma proposition est que, en ce qui concerne le transport des locaux, là, il faudrait qu'on réglemente le nombre de personnes qui doivent rentrer dans une barque. En temps, c'est dit qu'il doit y avoir au moins 20 personnes. Ils ont respecté ça pour quelques temps, après ils ont négligé. Mais s'il y avait une sanction pour ça, là, donc ils vont respecter. Allez, on dit merci à M. Mathieu Adidi qui s'est prêté au micro de Martial Betoro pour nous expliquer un peu comment ça se passe à leur niveau, le transport fluvial au niveau de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. On reçoit en plateau le capitaine Florent Akakpo, qui est le commandant de l'unité spéciale de police fluviale et maritime. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Agnat. Bonsoir, Assiom Gaba. Onifani. Permettez-moi d'aller où? Bonsoir, Assiom Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah oui, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, de parler, bien sûr, de transport fluvial. Je sais que vous avez peur d'emprunter souvent ces barques-là. Oui, et bon, je crois que mes craintes ont été légitimes, plus ou moins, avec le drame qu'on a observé il y a quelques jours sur le fleuve Niger. Vous le savez, une barque a chaviré avec beaucoup de pertes en vies humaines. Et on aura le point avec le capitaine tout à l'heure sur ce plateau. Nous avons voulu rappeler les normes de sécurité qui devraient encadrer le transport fluvial parce que quand on tombe dans l'eau, il n'y a pas d'échappatoire. Mais c'est pas au Bénin que ça s'est passé, c'est au Niger. Non, c'est des Béninois qui allaient oui, ça, c'est vrai. sur le fleuve, c'est des Béninois qui étaient dessus. Ce qui est sûr, qu'en est-il véritablement? Qui sont les personnes impliquées? On aura toutes les informations avec le capitaine Florent Akakpo. Vous êtes commandant de l'unité spéciale de police fluviale et maritime. Dites-nous, vous personnellement, comment l'avez-vous pris ce drame-là qu'on a vécu il y a quelques jours avec cette barque qui était surchargée, qui a chaviré? Je vous remercie, madame. C'est une situation à déplorer parce que si on suit les conseils ou les sensibilisations données par les unités sur le terrain, on ne devrait pas arriver à ce niveau. Comme je vous le dis, il y a une réglementation à la matière dans le cadre du transport fluvial-lagunaire, que ce soit de passagers comme de marchandises. Et quand les normes ne sont pas respectées, on arrive à cette situation. Oui. D'accord. En attendant, est-ce que les circonstances du drame sont-elles connues maintenant? Parce qu'au départ, on a dit qu'il fallait faire quelques enquêtes pour s'assurer véritablement de ce qui s'est passé. Bon, en fait, de circonstances élucidées, je suis commandant de l'unité spéciale de police fluviale à Cotonou. Je ne suis pas sur le terrain. J'ai eu quelques informations. Oui. A priori, c'est les investigations qui vont nous permettre de savoir les circonstances et les conditions dans lesquelles le drame s'est produit. Des informations que j'ai eues, oui, c'est que c'est une embarcation artisanale en bois motorisé qui a quitté la rive béninoise pour se rendre dans un marché qui s'anime ce jour-là, le mercredi 13, au Niger. D'accord. Et c'est chemin faisant que au niveau de la partie, puisque le fleuve est une frontière naturelle entre le Bénin et le Niger, c'est dans la partie nigérienne que le drame s'est produit. D'accord. On sait qu'il y a une centaine de personnes à bord de l'embarcation. Il devrait y avoir normalement combien de personnes à bord de ce genre de barque? Bon, les normes, c'est en fonction des dimensions de l'embarcation qu'on pourra dire il faut avoir tel nombre de personnes et tel nombre. Et également le niveau du bord supérieur de l'embarcation une fois après le chargement par rapport au niveau de l'eau, ce qu'on appelle souvent le franc-bord. C'est à partir de cela qu'on peut dire quelles sont les normes, ou parce que, et en fonction des places, puisque normalement dans les prescriptions, dans la réglementation du transport fluvial-lagunaire, on ne doit pas avoir des places au niveau des abords de l'embarcation. Les places doivent être des places assises pour le transport des passagers à l'intérieur, où les banquettes
confectionner à ces fins. D'accord, si vous le permettez, beaucoup ont évoqué un cas de surcharge. Pour beaucoup, si on a eu ça, c'est parce qu'on était en surcharge. Vous dites que vous ne pouvez pas l'affirmer tout de go sur ce plateau, mais est-ce que c'est récurrent sur nos cours d'eau d'observer des cas de surcharge? Bon, a priori, comme je le disais tantôt, c'est les investigations qui vont nous permettre de faire. Parce qu'une navigation, vous avez un nombre de passagers où vous faites un chargement et une tempête vous surprend en cours d'eau, ou bien vent, ou bien c'est le courant, ou bien le moteur, la puissance du moteur qui n'arrive plus à faire, et la peur des passagers. Tout ça là, ça ne facilite pas la conduite. Ça ne facilite pas la conduite. Alors, on a suivi tout à l'heure, capitaine, on a suivi tout à l'heure M. Mathieu Adidi, de l'embarcadère de Abomey-Calavi, qui nous disait en réalité que les normes sont connues, mais ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous rassurez qu'il y a toujours des agents de votre unité qui se présentent au niveau, bien sûr, de ces embarcations-là pour contrôler le nombre de passagers? L'unité spéciale de police fluviale et maritime est implantée à Cotonou. On a une antenne à Tiémé. Et voilà un peu, il y a une politique d'installation progressive de l'unité puisqu'on a été installé depuis 2011. Donc, mais par rapport au drame, déjà en octobre, le commissaire de Karimama a fait des séances de sensibilisation avec les promoteurs de bacs et les conducteurs de ces embarcations sur les normes à respecter. Et les normes à respecter, comme je l'ai dit, il y a l'embarcation elle-même. Il faut que les normes, au moment de la mise à l'eau de l'embarcation, les conditions soient remplies pour permettre la flottabilité. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Qui vérifie? Comme ça? Bon, il y a une commission, et je pourrais le dire, il y a une commission qui travaille dans ce sens, qui n'est pas encore active, mais il y a un travail qui est fait pour qu'on puisse vérifier au niveau des embarcadères. Mais ce n'est pas systématique à tous les niveaux pour qu'on puisse savoir tel bac. Et pour parler du fleuve Niger, tous les villages qui sont du côté de la rive, on peut faire un chargement à un niveau donné. Et comme également il y a les forces navales à ce niveau, ils peuvent contrôler le premier chargement. Et chemin faisant, les gens vont s'arrêter à des embarcations et prendre de nouveaux passagers. Donc comme quoi, il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau. Évidemment, il y a un travail à faire à ce niveau. Et évidemment, l'installation d'une unité là-bas va permettre quand même de réduire un certain nombre de choses dans la matière. Mais en attendant, je crois que la responsabilité des passagers aussi est engagée. Quand vous voyez une barque qui est déjà pleine à bord, est-ce que vous devez prendre sur vous de prendre ce genre de barque-là? Bon, par rapport au cas que nous avons vu, parce que ce soit avec la direction du transport fluvial la Guinée et la direction de la marine marchande, nous avons effectué des sensibilisations au niveau des cités lacustres des Aguégués et de Soava, et compte tenu de la récurrence du phénomène de surcharge. On a remarqué que même contre le gré des conducteurs, les gens sont prêts à embarquer, quitte à rester dans n'importe quelle condition pour arriver, quitter ces villages et venir à Dantokwa. Parce que ce sont souvent les villageois. Ils savent nager et ils se disent qu'ils peuvent s'en sortir. Mais ils oublient qu'il y a d'autres qui ne peuvent vraiment pas nager et qu'il faut se sécuriser aussi. Il faut penser à leur sécurité aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand on est de ces cités, on doit savoir nager. Mais ce n'est pas forcément toutes les populations qui savent nager. Encore qu'il y a souvent des mineurs à bord de ces embarcations. Voilà. Et la capacité de survie à ce niveau est très faible quand on n'a pas les secours à temps. Capitaine Florent Akakpo, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On n'a pas fini d'en débattre, puisque vous l'avez dit, il y a des propositions de solutions. On aurait bien aimé vous écouter sur ces propositions de solutions. On aura peut-être l'occasion de vous réavoir une autre fois. Assom Gaba, merci de nous avoir reçus. Merci à vous également, capitaine, d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci beaucoup à vous, Agnat Onifade Bello. À très très bientôt et passez une très bonne soirée. Alors, on va continuer cette fois-ci. On va rejoindre tout simplement les champs, les entreprises agricoles.
En réalité, ce sont elles qui sont concernées par cette décision, cette disposition prise dans la loi de finances 2017, sur laquelle on revient bien sûr en 2019 pour situer les uns et les autres. On va voir en réalité l'impact de cette disposition sur le secteur agricole au Bénin. C'est avec l'expert de ce grand rendez-vous. Allez, merci beaucoup à vous de nous rejoindre sur la rubrique expert de ce grand rendez-vous. Il est question de parler aujourd'hui de cette disposition prise dans la loi de finances 2017 sur laquelle le directeur général des impôts a éclairé le public lors de sa séance Ask Gouv en début bien sûr de ce mois. On revient en plateau pour parler, voir en réalité l'impact de cette décision qui est donc d'exonérer les entreprises agricoles complètement de tout taxe et impôts. Bonsoir Ulrich Lavinon. Bonsoir Monsieur Assom. Merci d'avoir accepté notre invitation et venu analyser un peu cette disposition, voir en réalité quel serait l'impact de cette décision sur le secteur agricole au Bénin. Déjà, commençons déjà par éclairer le public sur cette disposition qui dit que les entreprises agricoles ne vont plus payer d'impôts ni de taxes. C'est quoi cette exonération en réalité? D'accord. Alors, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Il est important de rappeler que c'est une loi qui a été reconduite. Cette mesure faisait partie déjà de la loi des finances 2017 et elle a été simplement reconduite. Alors, il y a des précisions qu'il faut bien faire. Les mesures prennent en compte l'exonération certes d'impôts d'entreprises agricoles, mais il faudra faire une clarification sur ce qu'on met dans l'entreprise agricole. Autre mesure au niveau de cette loi aussi, c'est qu'on fait aussi une exonération d'impôts sur revenus pour les employés des entreprises agricoles. Alors voilà les deux mesures spécifiques là dont le directeur général des impôts a mis l'accent sur sa dernière sortie la dernière fois. La dernière fois. Oui. Alors donc il y a une différence à faire au niveau donc de ces entreprises agricoles. Qu'est-ce qu'on appelle en réalité une entreprise agricole au Bénin, ou bien ce que cette loi désigne comme entreprise agricole? Voilà, justement. Ici, est considérée comme entreprise agricole dans ce cadre-là toute exploitation agricole qui produit du manioc, de la banane ou des animaux qui vendent directement. Voilà, ça c'est une entreprise agricole. Donc, il n'est pas dans ce schéma les entreprises de transformation, encore moins les entreprises de distribution agroalimentaire. Là, nous sommes déjà dans le secteur secondaire. Donc, l'État a fait un focus sur les entreprises agricoles, les entreprises de production qui sont dans le secteur primaire. Alors, voilà. Ceux qui produisent en réalité, ceux qui ont leurs champs, leurs exploitations et qui produisent par exemple du palmier à huile, de la banane, du maïs et qui revendent directement. Voilà. C'est ça. Oui. Donc ce sont eux qui sont exonérés de taxes, d'impôts et tout le reste. Ils payaient quoi ces entreprises-là et qu'elles ne vont plus payer aujourd'hui? Bon, justement, il faut comprendre la logique dans laquelle est le gouvernement. Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'axe 3 du pilier 2 du PAG, du programme d'action du gouvernement, il est prévu de mettre un accent particulier sur des mesures pour pouvoir encourager l'investissement dans le secteur privé. Alors, c'est dans ce sens certainement que ces mesures-là ont été prises. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous faire un peu un historique. Vous voyez, nous sommes dans un pays où le monde agricole se professionnalise. Et de plus en plus, les agriculteurs passent de l'étape de la production d'une agriculture de subsistance vers une agriculture génératrice de profit. Et même les travailleurs du secteur privé qui ne sont pas dans le domaine agricole, de plus en plus, ont envie de s'investir dans l'agriculture. Alors, ils ont quand même des préoccupations. Donc, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de projets, ils ont besoin d'avoir un statut juridique et aussi un certain nombre de moyens financiers pour pouvoir mettre en place ce certain nombre de projets. Parce qu'il faudra l'installation ou la gestion de l'exploitation ou encore l'agrandissement de cette exploitation. Alors là intervient l'entreprise.
Parce que cette disposition va permettre à tous ceux-là, d'abord, d'exister juridiquement, première des choses. Et autre chose, je crois que la vision est d'accompagner sur le long terme ceux-là, parce qu'ils ont bien envie de se rapprocher des structures de microfinance pour avoir un certain nombre de financements, mais parce qu'il n'y a pas une existence juridique, ils sont bloqués. Et lorsqu'on voit un peu comment ça se fait dans les autres pays, vous allez voir, progressivement, l'État va sûrement mettre en place un système de bonification ou un fonds qui vont peut-être loger au niveau des structures de microfinance pour accompagner ces exploitants agricoles qui se seront formalisés à avoir des accompagnements financiers, quitte à investir davantage dans l'agriculture. Et je crois que ça va booster en quelque sorte la production locale. Et je crois que beaucoup d'investisseurs aussi vont rentrer dans le système pour pouvoir davantage produire à grande échelle. Alors si je comprends bien, ces entreprises agricoles ne sont pas en majorité formalisées, formelles? Non, en majorité, elles ne sont pas formelles. Elles ne sont pas formelles. Et donc aujourd'hui, c'est une incitation à leur formalisation, quitte à leur permettre d'avoir certains avantages en matière de financement, de soutien, de formation et tout le reste au niveau de l'État et des organisations. Oui, c'est une très belle démarche. Lorsque nous voyons la méthodologie, le processus engagé par le gouvernement, je crois que c'est heureux pour le monde agricole, parce qu'une telle mesure permettra aussi d'employer un grand nombre de personnes. Je vous ai parlé tout à l'heure des exonérations de l'impôt sur revenu. Donc, l'entrepreneur qui vient dedans, il sait que s'il engage, il n'y a pas des impôts à payer sur le revenu. Donc, tout ça, c'est des mesures incitatives qui vont vraiment faire un boom dans le secteur agricole. Donc, non seulement l'entreprise elle-même ne va pas payer des impôts, même quand elle recrute du personnel, il n'y a pas d'impôt à payer sur le revenu de ces personnels-là. Voilà, il y a une exonération d'impôt sur le revenu qui est Est-ce que c'est une manière d'encourager ces entreprises-là à recruter davantage? Oui, c'est une très belle démarche. Ça encourage d'abord les entreprises et aussi tous ceux qui sont en agronomie, qui ont fini et autres, là, qui sont qualifiés. Nous avons quand même de la main-d'œuvre qualifiée dans ce sens-là. Ils vont quand même pouvoir trouver un certain nombre d'emplois intéressants. C'est quand même une décision prise depuis 2017, 2018 et maintenant reconduite encore en 2019. Et ça dit que les entreprises agricoles, malgré ces dispositions, ces avantages, n'étaient pas au courant ou bien ne sont pas suffisamment motivés pour aller à la formalisation. Non, je crois que c'est la communication autour de ces mesures-là qui fera que davantage de personnes vont s'intéresser à cela. Il faut revoir une très bonne politique de communication dans ce sens, descendre dans les villages, s'il faut associer les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier pour vraiment relayer les informations. Nous avons aujourd'hui les pôles de développement agricole qui peuvent aussi servir de relais à ces mesures-là pour vulgariser cette mesure-là et leur montrer réellement les avantages que nous avons à tirer de cela, parce que vraiment c'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Et donc, parmi les entreprises agricoles, on compte uniquement celles-là qui produisent, donc les maraîchers aussi, y compris. Bien sûr, les maraîchers. Les maraîchers, ceux qui ont le champ de maïs et tout le reste. Et donc, aujourd'hui, vu cette communication qui est organisée autour de ça, vous, en tant qu'agronome, c'est vous qui accompagnez techniquement aussi ces entreprises-là. Est-ce que déjà des demandes sont déjà en cours, histoire de les aider à se formaliser? Il y a un réel engouement au sein des agriculteurs, parce que lorsqu'on leur explique en quoi est-ce que ces mesures-là leur seront vraiment bénéfiques, ils sont très intéressés. Et maintenant, il faut mettre en place une démarche qui pour leur permettre de comprendre le processus de formalisation de leur entreprise. Et voilà, il y a cet accompagnement qui doit être fait. Il y a une communication vraiment offensive qui doit être vraiment... un accent particulier doit être mis sur ce point-là pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de... Donc, on peut comprendre tout simplement que suite donc, à cette exonération des entreprises agricoles, un nouveau souffle est donc attendu. Bien sûr. Bien sûr. Merci donc à vous.
Et à très bientôt, Ulrich Lavillon. Je rappelle merci. que vous êtes agronome. Vous êtes venu sur ce plateau pour analyser, bien sûr, cette décision avec nous, histoire de voir si vraiment l'agriculture au Bénin pourra vraiment prendre comme cela se doit et participer réellement au développement économique de notre pays. Allez, merci d'être venu. On va continuer le grand rendez-vous, cette fois-ci dans la rédaction de BB24. On va retrouver Nadège Sané pour le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Faute d'emploi, plusieurs jeunes diplômés se lancent dans l'entrepreneuriat. L'auto-emploi peut être la solution, mais pour être un bon entrepreneur, il faut avoir certaines aptitudes, dont le goût du risque. Rendre les marchés secondaires propres, c'est la mission que s'est assignée l'association Vinanvo Environnement. Pour atteindre cet objectif, les femmes de ces marchés ont été associées à la dite campagne. Et puis, les usagers de la route sont appelés au respect du couloir de circulation. C'est une exigence du Code de la route. Une campagne de sensibilisation a été lancée à ce propos sur toute l'étendue du territoire national. En vue de permettre aux usagers des marchés secondaires de Cotonou de vivre dans un cadre exempt de déchets, l'association Vinanvo Environnement, Assovi en abrégé, et ses partenaires ont organisé des séances de sensibilisation à l'intention des femmes de ce marché. Durant plusieurs mois, donc, ces femmes ont acquis des notions de base d'hygiène environnementale. L'association Assovi a également apporté divers équipements pour les accompagner. Calvador Awano et Nokompati. À Cotonou, 36 marchés secondaires sont animés pour la plupart par des femmes. Ces marchés portent souvent les noms des quartiers qui les accueillent. Ce sont des lieux publics fréquentés par la population pour s'approvisionner en produits alimentaires et autres, à défaut de se rendre au grand marché d'Antokpa. Malheureusement, ces lieux de transaction végètent souvent dans une insalubrité, soit par faute de moyens ou l'inobservance de bonnes pratiques hygiéniques. En vue de corriger cet état de choses, l'association Vinanvo et Environnement appuie 14 marchés en équipement à travers le projet Enviro Réseau. Les acquis de ce projet sont importants et appréciables. Dans un premier temps, on pourrait dire que nos marchés, il y a 2 ans, ne présentent plus ces aspects-là. Autre acquis qu'on pourrait dire, les bons temps sont rentrés dans la dynamique d'assainir, de rendre propre leur marché. Et comme acquis, il y a eu l'implication de la mairie, des responsables des marchés. Nous avons créé une symbiose qui nous permet de travailler ensemble. Cette rencontre de sensibilisation grand public marque ainsi la fin de ce projet de Assovi, qui est placé sous le thème « L'assainissement et l'hygiène environnementale dans les marchés ». Vous vivez désormais dans un cadre sain. Ne tombez plus à nouveau dans l'insalubrité. Nous demandons à la mairie de respecter ses engagements pris avec vous pour que le travail se passe bien. Prenez soin des équipements qui vous ont été offerts. Le projet Enviro Réseau, qui a duré 2 ans, est soutenu par l'ONG canadienne Oxfam. Il a permis aux femmes et aux enfants de nos marchés secondaires d'avoir des notions dans les secteurs de l'éducation de base et de l'hygiène environnementale et sanitaire. L'association encourage les responsables qui ont fait preuve de leadership au sein de leur marché par leurs bonnes pratiques de salubrité et d'hygiène. Plusieurs jeunes diplômés sortis des écoles et centres de formation technique et professionnelle font aujourd'hui l'option de l'entrepreneuriat. Pour mieux s'investir sur le marché de l'auto-emploi et réussir en entreprise, les futurs entrepreneurs doivent développer certaines qualités qui sont nécessaires à la réussite de tout projet entrepreneurial. Ce reportage de Clotaire Awekou nous en dit long.
Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un coût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents. Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leurs projets. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion de talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. Les aviculteurs ont de plus en plus recours à des produits vétérinaires pour l'entretien de leurs volailles. Mais l'abus des dits produits serait un risque pour leur suivi. Les médecins vétérinaires déconseillent leur utilisation démesurée. Une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage, c'est ce que suggèrent les zootechniciens et spécialistes en santé animale. Les précisions dans ce reportage de Karamata Batao. Tout comme les hommes, les animaux traversent aussi des périodes de maladie. Et pour faire face à ces moments de baisse de forme, l'on a recours aux médicaments. Pour les éleveurs de volailles, les antibiotiques sont généralement la solution à tout. Un antibiotique, c'est une substance qui est destinée à détruire ou bien à contrôler la multiplication des bactéries. Les bactéries donc, sont des formes de vie qui sont responsables de plusieurs maladies chez les volailles et chez les humains. On doit utiliser si l'antibiotique est nécessaire sur des volailles qui sont malades, mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, ces antibiotiques sont administrés aux volailles à tort ou à raison, les exposant à un phénomène appelé antibiorésistance, un véritable problème sanitaire qui dépasse même les limites des fermes. Si les éleveurs abusent de ce produit, l'un des problèmes est évidemment qu'ils ne seront plus capables de traiter leurs animaux au moment où ces animaux seront malades, d'où des pertes pour eux économiques ou des problèmes sanitaires parce que les maladies vont persister. Mais également, on a le risque qu'aujourd'hui, on voit que certains résidus de ces antibiotiques ou les bactéries résistantes qui apparaissent dans les élevages peuvent se transmettre à l'homme, déjà l'éleveur lui-même, et puis aux autres humains qui consomment ces produits-ci. Il y a persistance de ces bactéries dans les denrées alimentaires. Donc il y a un vrai risque, un problème de santé publique qui se pose et qui fait que nous devons avoir une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage. Les vétérinaires et les éleveurs sont donc appelés à collaborer. Au Québec, par exemple, l'utilisation d'antibiotiques requiert l'avis préalable d'un vétérinaire. Élever sans antibiotiques, c'est possible. Il faut beaucoup investir dans la prévention. Le premier point étant donc la prévention, c'est éviter que les animaux ne soient en contact avec les maladies. Ça passe par la mise en place des mesures de biosécurité au niveau des fermes qui empêcheront l'animal d'être en contact avec les maladies. Ça passe par un programme de vaccination renforcé qui protège suffisamment les animaux contre plusieurs de ces germes-là.
En France, selon l'Agence nationale du médicament vétérinaire et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les antibiotiques donnés aux animaux qu'on mange est un vecteur majeur de propagation de la résistance aux antimicrobiens, selon l'OMS et la FAO. La police républicaine et le Centre national de sécurité routière ont lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur le respect des couloirs de circulation par les 2 roues. Sur toute l'étendue du territoire national, motocyclistes indélicats sont rappelés à l'ordre. Qu'est-ce qui justifie cette opération de sensibilisation? Suivons les explications de Éric Dayonvi, chef division contrôle routier et éducation au CNSR. Il est au micro de Ulvaeus Balogun. Les usagers de la route doivent circuler à leur droite. L'usager de la route qu'on retrouve à gauche, c'est soit il est en train de faire un dépassement ou soit il est en train de virer dans une voie pour pouvoir rentrer chez lui. Au Bénin, on constate que beaucoup plus d'usagers circulent librement à droite, tout comme si de rien n'était. Ça amène beaucoup d'accidents sur nos routes. Pour pouvoir contrôler ces accidents, il faut rappeler aux usagers de la route de respecter dorénavant leur couloir de circulation. Ça fait que vous allez voir les polices sur la route et sensibiliser les usagers. Le CNSR aussi est en train de faire son travail. Dans nos sensibilisations, dans nos échanges, nous rappelons aux usagers à 2 roues que leur place sur la route, c'est l'extrême droite. Ça voudra dire, même si sur une route, si leur voie n'est pas tracée, s'il n'y a pas un marquage au sol, si la piste cyclable n'est pas délimitée, leur comportement sur cette voie-là, c'est de serrer l'extrême droite. En le faisant, ils respectent le code de la route. Avant, quand les gens ne respectent pas le code de circulation, on leur prenait 5 000 francs et ils vont payer au trésor public. Nous avons compris que le montant qui est fixé à la violation de cette loi-là, ce montant-là est dérisoire. Nous pensons qu'il faut l'élever jusqu'à 10 000, 15 000. Parce que nous voulons sauver des vies humaines sur la route. Et pour sauver des vies humaines, il faut aller par la manière un peu douce et forte. Nous ne sommes pas là pour les réprimer. Nous ne sommes pas là pour les empêcher de circuler librement, mais nous sommes là pour leur demander de respecter leur couloir de circulation. Et en le faisant, ils respectent le code de la route. Et en le faisant, ils diminuent les cas d'accident qu'on peut avoir sur les routes. La plateforme panafricaine d'investissement Africa 50 a signé avec le Congo un accord relatif à la mobilisation du financement pour l'extension de la capacité de la centrale électrique du Congo. L'infrastructure, qui a actuellement une puissance de 300 MW, devrait voir sa capacité passer à 450 MW puis à 900 MW d'ici 2027. Africa 50 pourrait donc investir une partie de son financement dans le projet tout en mobilisant d'autres financements auprès de ses partenaires. Selon l'accord, elle évaluera le projet afin de s'assurer qu'il est bancable et prendre les mesures nécessaires pour la mobilisation des fonds nécessaires à sa mise en œuvre. Dans un rapport publié le 15 février, le Fonds monétaire international a estimé que l'économie ougandaise devrait enregistrer une croissance de 6,3% durant l'exercice 2018-2019 contre 6,1% au cours de l'exercice 2017-2018. Le FMI a par ailleurs fait savoir que la croissance du PIB de l'Ouganda pourrait atteindre 7% par an en moyenne au cours des 5 prochaines années si les investissements dans les infrastructures et le secteur pétrolier se déroulent comme prévu et que le volume des crédits servis au secteur privé reste favorable. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Merci également à vous pour la présentation du journal Nadège Sani. Rendez-vous demain 19h45 pour une autre édition. Pour le moment, nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs, ce grand rendez-vous en vous rappelant tout de suite la question de la semaine en lieu et place, bien sûr, de l'Actu Web. La question de la semaine est liée, bien sûr,
au Toleba de Godomé, en feu. Que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés? Que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés au Bénin? Et là, nous allons tout simplement vous demander d'aller répondre sur la page Facebook de Bénin Business 24. Vous allez sur Facebook, vous cliquez Bénin Business 24. Vous aurez donc la page et la question déjà là. Vous allez répondre donc en commentaire. Et ces commentaires seront donc répercutés à l'antenne déjà vendredi dans la rubrique ActuWeb du Grand Rendez-vous. Grand Rendez-vous presque à la fin, la météo avant de partir. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de démarrer la tribune avec vous. J'espère que vous avez passé une très belle journée. En tout cas, la soirée, elle a été tout à fait belle en votre compagnie sur le Grand Rendez-vous. Vivez déjà dès demain, 19h00, un autre Grand Rendez-vous. Bonne soirée, toujours sur BB24. Ciao.